Les Buccaneers de Tampa Bay maintenant, Didier, fiche de 2-7 pour conclure la saison. Ça avait si bien commencé pour les Buccaneers en 2025. Ça s'est si mal terminé. On a raté les éliminatoires l'année dernière Mhm. pour la première fois en 6 ans. Et si on regarde le tableau des départs et des arrivées du côté des Bucks, on peut voir là, évidemment, je pense que le plus gros départ, c'est celui de Mike Evans. Monsieur Buccaneer, pourquoi? Pour quoi? La dernière décennie, on peut dire ça comme ça. Et également Ouais, Lavante 13 David, saisons là, avec qui ne les sera Bucks. plus. Exact, exact. Et Lavante David, là, qui sera plus pour la première fois depuis quoi? Depuis 2011, qui ne sera pas le général de la défense des Buccaneers en 2025. Ouais, quelle carrière, hein, quand même, là. Wow! Tu sais, C'est tu parles fou. de quoi? De 15 ans, 15 saisons de la part de Mhm. Levante David, à la position de secondaire de ligne en plus. Tu sais, c'est vraiment une brillante carrière. Mais ouais, mais comme tu as dit, il n'est plus là. Par contre, du côté des Bucks, il y a Kenneth Gainwell aussi, hein, qu'on a mis sous Mhm. contrat. Kenneth Gainwell, ancien des Eagles, ancien des Steelers. L'année dernière, il a vraiment connu une belle saison pour les Steelers de Pittsburgh. Puis moi, Gainwell, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu sais, je te l'avais dit quand il jouait avec les Eagles, je trouvais que tu sais, c'est un joueur qui était comme qui passait sur le radar. Il y avait tellement de joueurs talentueux au sein de la formation des Eagles à l'époque. Mais là, il s'est déniché un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay. Mais il y a un point que j'aimerais qu'on parle, Marc-André, tu sais, c'est du côté des Bucks. Tu as parlé de la façon dont on a terminé la saison régulière. Lorsque la saison régulière s'est terminée, qu'on a raté les éliminatoires, qu'on s'est fait coiffer par les Panthers à Caroline pour le titre de champion de la division sud de la nationale, moi, je me disais que Todd Bowles était en danger de perdre son emploi. Il est de retour à la barre de l'équipe. Mais pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a aucun doute que Bowles commence l'année sur un siège éjectable. Parce que si on a un mauvais début de saison, peut-être qu'on pourrait assister à un congédiement, un changement d'entraîneur-chef durant la saison, mais une chose est certaine. Si on rate les éliminatoires, encore une fois du côté des Bucks, pour une deuxième année de suite, moi, je crois que l'ère de Todd Bowles à Tampa Bay va être terminée. Absolument, je suis d'accord, Didier. C'est très rare là, qu'on change de coordonnateur offensif. C'est quoi? Ça fait 2 fois qu'on change de coordonnateur offensif. Je comprends qu'il y a eu des départs, là, Liam Cohen, Dave Canales et Dave tout, mais là, Canales, on a ouais. eu un échec avec Josh Grizzard, mais c'est très rare qu'on voit un roulement à la position ou qu'on congédie un coordonnateur offensif puis que l'entraîneur-chef est encore là régulièrement. Non, c'était juste une fois justement avec Grizzard. Les autres, ça a été des départs volontaires là, pour des postes d'entraîneur-chef. Mais j'ai hâte de voir parce que je veux dire, comme toi, moi aussi, je pense que s'il est sur la sellette, si on connaît euh, l'effondrement, on va en parler, c'est sûr. Est-ce qu'il est dû à Baker Mayfield? Parce que pour Baker Mayfield, c'est une saison de vérité encore cette année. On est à la recherche d'un nouveau contrat. Puis ça s'est mal terminé la saison dernière. Oui, il y a eu des blessures, mais quand même. Mais oui, c'est une saison de vérité pour Mayfield, pour Bowles, pour pas mal de monde là, chez les Buccaneers de Tampa Bay. Ben, la défense va devoir mieux jouer que ça avait été le cas l'année dernière. Tu sais, parce que s'il y a une façon rapide pour un entraîneur-chef de se faire congédier, c'est lorsqu'il a une spécialité comme Bowles, c'est la défense. Pendant de nombreuses saisons, il a été coordinateur en défense. La défense des Bucks, ben, elle a vraiment eu des ennuis l'année dernière, puis encore des points d'interrogation, notamment aux positions de demi-coin. On a perdu le vétéran Jamel Dean. Alors, si la défense n'est pas en mesure de se replacer et jumeler à une expulsion des éliminatoires, si on n'est pas capable de se qualifier, je crois vraiment que ça va être la dernière année à la barre des Buccaneers pour Todd Bowles. Tu as mentionné le nom de Baker Mayfield. Lui, il veut un nouveau contrat. Puis de ce que j'ai lu lors des derniers jours, il aimerait avoir un contrat de carrière de premier plan. Là, on parle de plus de 50 millions de dollars par année. Est-ce qu'on va vraiment lui donner ça du côté des Bucks? Parce que imagine-toi si tu donnes prolongation de contrat à Baker Mayfield avant le camp d'entraînement, qu'on rate les éliminatoires. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir possiblement un nouvel entraîneur-chef, un nouveau coordinateur encore. Puis là, eux, ce qui vont être intéressés d'avoir Baker Mayfield comme carrière partant, ça reste à voir. Là. Je sais que je suis rendu loin, mais il y a tout ça à prendre en considération du côté de Jason Leach, le DG des Bucks, avant de donner une prolongation de contrat à Baker Mayfield. 63 de ses passes ont été complétées la saison dernière. Il en avait complété 71 en 2024. 41 passes de toucher en 2024, on s'en souvient, contre seulement Mhm. 26 l'année dernière. Oui, c'est sûr que l'année 2024, je pense pas que Baker Mayfield allait répéter. Je pense que ce sera sa meilleure saison de sa carrière. Mais par contre, le pourcentage de passes complétées, il a chuté de quoi?
Le 8%, c'est énorme, Didier. C'est énorme. On avait essentiellement le même groupe de receveurs pour débuter l'année. Oui, il a été blessé, Baker Mayfield, mais je me questionne à quel point c'est un quart. Écoute, viens-tu en début de saison l'année dernière? On pensait qu'il était candidat au titre de joueur par excellence, puis tout s'est Ouais. effondré par la suite. Euh, je ne suis pas convaincu que Baker Mayfield. C'est un gars qui est, c'est un gamer, c'est un gars qui prend des chances, c'est un gars que tu veux avoir quand le match est sur la ligne, quand le match est à ta portée en fin de match pour prendre, tu sais, il prenait des plaqués, il se faisait plaquer, il prenait des coups là, incroyables. Mais en bout de ligne, est-ce que je pense que c'est un quart qui peut t'amener au Super Bowl? Moi, j'ai des questions. Ben, lorsque Baker est en santé, il est solide comme carrière. Tu sais, c'est un peu, tu sais, j'en parlais tout à l'heure lorsqu'on parlait de Kevin Stefanski. Lorsque Baker Mayfield avait été en santé, on avait participé aux éliminatoires du côté des Browns. Souviens-toi, je ne sais pas si tu te souviens du match éliminatoire à Kansas City, au Arrowhead Stadium. On avait chauffé les Chiefs. Puis ça, c'est à l'époque où les Chiefs étaient une puissance. Je pense même que les Chiefs ont gagné le Super Bowl quelques semaines plus tard. Mais ça pour dire, l'année dernière, Baker Mayfield n'était pas en santé. C'est ça, il était ennuyé par des blessures. On le voyait durant les matchs. Des fois, il était en douleur, se tordait de douleur. Il restait dans la rencontre. Donc, c'est un battant, Baker Mayfield, mais ça affecte ses performances. Comme lors de sa dernière saison à Cleveland, il n'était pas à 100%. Il joue en dépit des blessures, mais au bout du compte, il paraît mal lorsqu'il joue en raison de blessures parce que, ben, c'est ça, il est pas capable de se faire justice. Tu sais, parce qu'il est Mhm. limité, bien Exact. naturellement, lorsqu'il est blessé, mais c'est ça qui lui fait mal. Alors, s'il peut rester en santé, moi, j'ai aucun doute qu'il va connaître une excellente saison, peut-être même répéter ses succès de 2024. Mais est-ce qu'il peut rester en santé? Là est la question. Chose certaine, il y aura un nouveau coordinateur offensif pour lui appeler les jeux en Zach Robinson. Il avait connu là, Mhm. brièvement avec les Rams il y a quelques années lors de son bref passage avec l'équipe en fin de saison. Chose certaine, Didier, ce sera le quatrième coordinateur à l'attaque en 4 ans pour Baker Mayfield à Tampa Bay. Ça, c'est quelque chose qui, veut pas, ça nous effraie un petit peu, non? Oui, ben, tu sais, tu parlais de Todd Bowles, bon, qui avait perdu Liam Cohen et Dave Canales lorsqu'ils sont devenus entraîneurs-chefs. Tu sais, il y a des propriétaires qui ne veulent pas vraiment repêcher, pas repêcher, mais en fait embaucher des coordonnateurs, des entraîneurs-chefs plutôt, qui sont des anciens coordonnateurs en défense, parce qu'ils se disent, ouais, mais là, si notre attaque a du succès, on va perdre notre coordonnateur offensif parce qu'il va être en mesure de dénicher une promotion ailleurs en tant qu'entraîneur-chef. On l'a vu du côté des Bucks, c'est exactement ça qui est arrivé lors des dernières années avec les départs de Cohen et de Canales. Là, le coordinateur qu'on avait l'année dernière, clairement, ça ne fonctionnait pas. Alors, Bose est allé d'un changement. Zach Robinson était avec les Falcons d'Atlanta. Je ne peux pas dire que c'était très impressionnant le travail qu'il a fait comme coordinateur avec les Falcons, mais je crois vraiment que c'est une année de vérité pour tout le monde là, à Tampa Bay. Ça fait quelques fois qu'on le répète, mais Mhm. c'est vraiment le cas. Alors, on va voir si le mariage de Zach Robinson et de Baker Mayfield aura du succès. Pour parler de Mike Evans, de son départ aussi, ça laisse maintenant Emeka Oui, Egbuka comme receveur numéro 1 de l'équipe. Chris Godwin est-il en santé? C'est toujours la grande question dans son cas rendu à son âge. Il est le receveur numéro 2 de oui. l'équipe. Jalen McMillan est supposément le receveur numéro 3 de l'équipe. Y aura-t-il plus d'opportunités pour un gars comme McMillan, un gars comme Tez Johnson et même la recrue Ted Hurst, de qui on dit beaucoup de bien lors des mini-camps du côté des Buccaneers. Mais oui, ça laisse un énorme trou. Et est-ce que Emeka Boucan, on en a parlé, toi et moi, longuement là, au cours des derniers podcasts, euh, il a bien entamé la saison. Ensuite, il est disparu complètement. Est-ce qu'il peut vraiment, à sa deuxième saison dans la NFL, prendre justement les rênes de l'attaque et devenir le receveur numéro 1 de l'équipe? Ben, on a reçu une question justement, Marc-André, de la part de Gabriel Sylvain Nollet via Instagram. Sa question, elle est courte, mais il va droit au but. Est-ce que Ebuka va bounce back? Est-ce que Ebuka va rebondir? Alors, ça vient rejoindre qu'est-ce que tu disais là. Mais lui aussi, il a été blessé. Tu sais, il avait très bien commencé la saison. Là, lorsqu'il a commencé à avoir des blessures, ben, c'est là qu'on a vu une baisse de régime de sa part, mais ça a été le cas pour l'attaque au complet des Buccaneers de Tampa Bay. Je ne suis pas inquiet pour Ebuka. Je crois à son talent.
On a vu lors des 5-6 premières semaines de la saison régulière ce dont il était capable. C'est la raison pour laquelle on l'a repêché. Tu sais, c'est pour éventuellement remplacer Mike Evans. Mais là, le moment est arrivé. Evans porte maintenant les couleurs des 49ers de San Francisco. Tu viens de parler de Godwin, bon, qui semble ralentir maintenant. Tu as parlé de son âge, puis il a subi des blessures aux jambes lors des dernières saisons. Ça, ce qui n'aide vraiment pas lorsque tu es un receveur de passe, un receveur de passe vieillissant. Alors, le moment est venu pour Egbuka de nous démontrer qui peut être un receveur numéro un. Puis je crois qu'il va être en mesure de le faire. Parce que comme je l'ai dit, il est talentueux. Puis si ce n'était pas des blessures, je pense qu'il aurait été productif pendant toute la saison. Puis malheureusement, il s'est blessé. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de réserve face à Egbuka. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis confiant qu'il va être productif cette année. Très confiant, moi aussi. On disait qu'il était blessé aux ischio-jambiers l'année dernière, puis qu'il a même joué sur les avec ces blessures-là. Il a essayé de jouer, bref, c'est pour ça qu'il était peut-être moins productif. J'ai pas la stats avec moi, là, mais j'avais vu des stats comme quoi que sa vitesse de pointe était beaucoup moins élevée. Bref, ses changements de direction, bref, sur sa vitesse, là, sur ses tracés, étaient beaucoup moindres là, lors de la deuxième moitié de saison. Alors, moi aussi, j'ai confiance à Egbuka. Je pense que les Bucks ont confiance en Egbuka aussi. Ça aussi, c'est ça qu'il faut noter parce qu'on n'a pas fait d'addition majeure à la position de receveur de passe. On a le même groupe de receveurs. Je pense qu'on lui a laissé toute la place. Les éléments sont en place là, pour qu'Egbuka connaisse la grande éclosion. Oui, on a reçu une autre question de la part de Sébastien Côté via Instagram. Il nous demande si, selon nous, on croit que les Buccaneers seront champions de division. Il dit que les Bucks semblent avoir une solide unité défensive. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Cette défense a été une déception. Il y avait eu des blessés. On a repêché Ruben Bate. On n'a pas parlé de Ruben Bate, hein. On l'avait sur le tableau des arrivées. Le choix de première ronde des Buccaneers de Tampa Bay, l'ancien de l'Université Miami. Alors, écoute, pour moi, les Buccaneers, Marc-André, je ne sais pas qui se t'en passe. Sur papier, ils m'ont l'air d'être l'équipe la plus complète de la division. Et je dirais même devant les Panthers de la Caroline. Mais avec le changement, avec un nouveau coordinateur en attaque, comme on l'a dit, on ne cesse de le répéter, mais c'est une année de vérité. C'est pour Todd Bowles, pour Baker Mayfield aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai des réserves avant de dire que les Bucks pourraient être champions de division. L'unité défensive va devoir mieux jouer qu'elle l'a fait la saison dernière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis il y a des points d'interrogation aux positions de demi-coin. Mais on est allé chercher un chasseur de quart à Ruben Bay lors du repêchage. Si on est en mesure de presser les carrières adverses, ben, ça va donner un coup de main à nos demi de coin. On a fait le plein sur le front défensif, ça c'est sûr. On avait des carences à ce niveau, puis on les avait notées. Tu as parlé de Baines. Il est arrivé aussi qu'on parle de Josiah Trotter, qui est un autre choix via le repêchage. Alex Anzalone, là, qui est rendu à quoi 30 ans maintenant, mais qui quand même peut être un Mhm. joueur assez efficace dans cette défense-là. J'ai hâte de voir Ruben Baines, Didier, parce il arrive à Tampa Bay avec énormément de pression. Euh, on a Vita V, on a Ashawn Robinson aussi, qui sont des bons plaqueurs, mais tu sais, la défense, Didier, a seulement récolté 37 sacs la saison dernière. C'est trop peu pour la défense des Buccaneers de Tampa Bay. Donc oui, on fonde beaucoup d'espoir sur Ruben Bain à ce niveau-là, mais est-ce qu'il saura livrer la marchandise? Ça, c'est la grande question. Et tu as parlé de la tertiaire. Là. Moi, je trouve que la tertiaire aussi, elle pourrait souffrir là, cette année. On fonde beaucoup d'espoir sur un autre choix de repêchage, là, Keontae Scott, qu'on a repêché en quatrième ronde de l'Université de Miami. Mais oui, la Mhm. tertiaire, là, ça me laisse un peu sur mon appétit en ce moment. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Globalement, je pense que les Bucks, sur papier, un peu comme toi, je pense que c'est la meilleure équipe de la division. Mais défensivement, on a fait des ajouts dans le fond défensif. On avait des besoins à ce niveau-là. On a tenté de les régler. Je suis un fan de Ruben Van Didier. Je trouve que c'est un gars qui, oui, qui a des petites mains et tout, là, mais j'ai juste, de par son attitude même au repêchage, c'est un gars qui, d'après moi, là, c'est un leader né, ce gars-là. Je pense que ça va faire énormément de bien à cette défense-là des Buccaneers. J'ai hâte de voir. Mais est-ce que la défense, euh, est-ce que c'est la défense le point fort, disons, des Buccaneers? Non, moi, je pense que c'est l'attaque. Mais je pense que oui, ils sont la meilleure formation de la division sud, de la nationale. Parce que si Todd Bowles veut sauver son emploi, il va falloir que cette unité défensive-là joue beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait l'année dernière. Puis je suis certain que Bowles va mettre l'emphase là-dessus, là, parce qu'il le sait.
Alors, en tout cas, ça reste à voir là, du côté des Bucks. Maintenant, Marc-André, l'over-under des Buccaneers. OK? Plus ou moins 8 victoires et demie. Hein? Alors, tout à l'heure, c'est 7,5. C'est quoi pour les Falcons et les Panthers à Caroline? Alors, c'est un peu plus élevé du côté des Buccaneers de Tampa Bay. La saison dernière, bon, on a raté les éliminatoires pour la première fois depuis 2020 du côté des Bucks. Hein? On se souviendra, ça avait commencé cette séquence-là avec Tom Brady au poste de carrière. Mais là, c'est ça. On a raté les éliminatoires. Alors, je vais te laisser aller en premier. Plus ou moins 8 victoires et demie pour les Bucks. Et avec l'image là, de Emeka Egbuka et le fameux uniforme Mhm. Creamsicle, qui est complètement superbe, des Bucks, j'ai mis plus pour les Buccaneers parce que, comme je viens de le mentionner, c'est la meilleure équipe dans la division. Je pense que d'atteindre 10, 11 victoires, c'est un chiffre atteignable pour eux. On a une bonne attaque. Je pense que j'ai hâte de voir avec le nouveau coordinateur offensif, mais on a des ingrédients. On a une bonne attaque sur papier. On a une défense. On a surtout une excellente ligne à l'attaque. On n'en a pas parlé, ça non plus. Didier, avec Tristan Wirfs en tête, on a Ouais. parmi l'une des meilleures lignes du circuit. On a Bucky Irving, qu'on n'a pas parlé également, qui est de retour en santé. On a parlé d'un duo Irving-Gainwell. L'année dernière, Bucky Irving, là, ça n'avait pas été facile à sa deuxième saison. Mais il reste à voir que c'est un porteur de ballon ultra dynamique lorsqu'on lui donne le ballon, lorsqu'il a le ballon dans ses mains. Donc oui, moi je pense que 8,5 là, plus pour moi pour les Bucks. Pour moi, c'est moins, Marc-André. Moins de 8 Wow! victoires et demie. Parce que pour moi, il y a trop de points d'interrogation du côté des Bucks. À des positions, à des postes clés. Que ce soit Todd Bowles qui se retrouve sur un siège éjectable. On a parlé du fait que là, on va avoir un nouveau coordinateur à l'attaque pour une quatrième année consécutive. La défense n'a pas bien joué l'année dernière, mais là, bon, est-ce que l'arrivée de Bain, ça va donner un coup de main justement en termes de sac du quart, de presser les carrières adverses? Bucky Irving et son épaule, ça a été long là, avant qu'il reprenne l'entraînement. Là. Il a subi une intervention chirurgicale à une épaule. Puis du côté des Bucks, on ne voulait pas confirmer qu'il allait être prêt à commencer la saison régulière. Et Baker Mayfield qui veut obtenir un nouveau contrat, on va voir si on va lui donner une prolongation de contrat avant le début du camp d'entraînement. Mais je ne sais pas, j'ai un mauvais feeling pour les Buccaneers. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais moi, je vais choisir moins de 8 victoires et demi pour les Buccaneers de Tampa Bay en 2026. Maintenant, on va y aller du côté du fantasy football là, pour les Bucks. En commençant, bien sûr, par la carrière Baker Mayfield. On en a parlé quand même longuement. Qu'est-ce que tu as ajouté en termes de fantasy football là, précisément pour Baker? Ben, il est le quart numéro 19 au niveau fantasy en ce moment. J'ai juste marqué que c'était une aubaine pour les poolers, pardon, qui repêchent un quart tardivement parce qu'il pourrait rebondir. Maintenant, on a parlé du fait que ce sera un nouveau coordinateur à l'attaque. Écoute, il y a des points d'interrogation à l'attaque, tu viens de le mentionner là, avec ta prédiction. Mais oui, c'est un quart qui pourrait rebondir. Puis, comme quart numéro 19, il va être disponible dans les poules à 12. Là. C'est un quart que vous allez pouvoir aller streamer en bon québécois là, selon les affrontements, les duels de semaine en semaine. Mais je pense que, écoute, si on voit que Baker Mayfield est en pleine forme dans les saisons, je pense que c'est un corps qui pourrait grimper dans les rangs fantasy. Maintenant, Buck Irving, c'est quoi ta projection fantasy là, pour lui? Tout d'abord, il doit rester en santé, parce que ça vraiment nuit ben, à Buck Irving, aux Buccaneers, mais également à ses propriétaires au niveau du fantasy football l'année dernière. Porteur numéro 21 en ce moment au niveau fantasy, ça vient avec sa part de risque. Évidemment, tu as parlé des blessures, mais c'est aussi le fait qu'avec l'ajout de Kenneth Gainwell, il y a toujours Sean Tucker. On n'en a pas parlé, Sean Tucker, Didier, Oui, mais c'est il vrai. était Ben oui. utilisé énormément dans la zone payante l'année dernière en tant, en tant que propriétaire de Bucky Irving. J'étais vraiment fâché de le voir, le numéro quoi, 44, ma Ouais. mémoire. Tu vois, j'ai même retenu son numéro. Ouais. De le voir à la ligne de Le 10, là, vautour. Il venait voler des touchés à Buck exactement. Irving. J'étais vraiment fâché de voir le 44 là, à la ligne de 10 subtiliser mon toucher à Bucky Irving. Donc oui, j'ai marqué que c'est un choix risqué en troisième, quatrième ronde parce que je pense qu'on s'enligne plus vers un partage des tâches dans le champ arrière des Bucks que simplement donner 80% ou 70% de la tâche à Bucky Irving. On n'a pas signé Kenneth Gainwell pour rien. Je le trouve extrêmement risqué au niveau fantasy cette année, Bucky Irving. Et Emeka Ibuka, est-ce que tu le trouves tout aussi risqué là, en termes de fantasy football?
Je le trouve pas risqué. J'achète Emeka Egbuka. C'est le nouveau receveur numéro 1. On Ah en a oui. parlé à Tampa Bay. Receveur numéro 23 au niveau fantasy en ce moment. Écoutez, on parlait de Tetairoa McMillan tout à l'heure. Emeka Egbuka en 23 ou Tetairoa McMillan qui était classé 15e. Peut-être mieux d'attendre puis de repêcher Egbuka. Je songe que je pense que le volume de passes va être beaucoup plus élevé à Tampa Bay que en Caroline, ça c'est sûr. 102,4 points fantasy en format PPR à ses 5 premiers matchs la saison dernière. C'est tout simplement exceptionnel. Exceptionnel, tu dis, il y a seulement Puka Nacua et Randy Moss qui ont fait ça dans leur carrière. Donc, quand ton nom est à côté de Randy Moss, c'est que c'était spectaculaire. Par contre, receveur numéro 43 par la suite, blessé au ischio au janvier, on en a parlé. Un choix de 5e ronde en ce moment au niveau fantasy, avec, comme je le dis, un potentiel énorme.